précisément dans la Washington. Balobi maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es qu'à nyonso. Biloko ya nini yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolie pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanga nekwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya dino kanyo. Kolia na apeti. Choko na yo. Hello. Lupi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko ya États-Unis. Oni koko ma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! Et c'est mon goût. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Alors, on va dire que ça sera un deuxième numéro selon le format que nous avons choisi, le format de débat ou des échanges, parce que j'estime que les débats, à mon avis, c'est vraiment plus important, mais c'est plus des échanges qui vont nous aider à construire ces beaux pays. Je reçois deux éminents journalistes de mon pays, deux grands chevaliers de la plume, des défenseurs de droits fondamentaux, de libertés fondamentales. Joël Cadet, patron de Impact News, un journal assez suivi, mais alors il faut dire que des titres qui sont là, je me ressource même moi-même aussi, des titres assez frappants, cassants et très importants. Joël Cadet me fait l'honneur de répondre à cette invitation. On va parler de tout sauf de rien. Il n'est pas seul, il est accompagné de l'Américain. Il est américain parce qu'il vient fraîchement des États-Unis d'Amérique. Lui, c'est Jenny Kaninda, qu'on appelle aussi le beau de la presse, de notre presse. Kaninda, comment allez-vous? Non, mais très bien, c'est un honneur pour moi de participer à cet échange. Je suis bien d'accord avec vous, Christian, que maintenant nous devons échanger parce que j'estime qu'il faut une communication pédagogique pour arriver à faire comprendre à l'opinion que le changement doit s'imposer maintenant. Yeah. Et puisque le changement doit s'imposer, il y a certaines personnes qui sont encore dans ce goût du statu quo et qui ne veulent pas que ça change parce qu'ils se retrouvent d'une certaine manière dans des sphères occultes. Alors, du coup, nous devons vraiment amener de la pédagogie, faire de la pédagogie, par exemple, sur les lois qui sont votées au Parlement. Ça, on en parlera dans peu de temps. Par exemple, vous êtes l'auteur sur vous êtes, je veux dire, vous êtes le responsable de Congo Market, Congo Market TV. Télévision, Voilà. et puis vous êtes l'auteur ou le géniteur des Amis du Changement. Voilà. Très bien. Alors, Joël Cadet, vous revendiquez plus de 20 ans de carrière. Vous avez vu venir les journalistes, vous les avez vus tomber.
Vous les avez vus grandir, vous les avez vus sortir du journalisme pour devenir politiciens. Vous avez été présent dans toutes les mutations qui ont caractérisé cette profession. Avez-vous le sentiment aujourd'hui que la presse est sur la voie où la presse elle a été militantisée, militarisée et même manipulée? D'abord, merci pour l'honneur que vous m'avez fait de me faire revenir sur votre plateau. Du plus intelligent d'entre nous, ça il faut le savoir, parce que vous mixez le journalisme et le droit, c'est un atout très majeur pour saisir certaines réalités où beaucoup d'entre nous pataugent et se lancent dans la contradiction. Je suis dans la presse depuis avril 1998, en tout cas j'ai vu des politiciens venir, je les ai vus partir, il y en a que j'ai trouvé en véhicule, il y en a que je trouve aujourd'hui à pied, et que de temps à autre on aide. On a vu la presse, on a vu les journalistes venir, grandir, mourir, certains quittent la profession, certains créent les médias qui n'ont la durée de vie que de 2 ans, 3 ans parce que soutenus par les politiciens. Mais en fait, s'il y a eu un peu de la presse du temps de Mobutu, et on a eu le musulman du temps des Musées et de Joseph Kabila, mais la liberté que nous a apporté Félix-Antoine Tshisekedi nous a conduit, en tout cas dans les médias, à un certain libertinage. Est-ce que ce n'est pas finalement la déroute aussi? C'est ce que je dis, c'est une déroute. Donc les gens pensent que la liberté ou la démocratie, par son parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, apporté, permet à tout le monde de dire n'importe quoi, à n'importe qui, et n'importe quand, et de n'importe quelle manière, et n'importe quand. Vous voyez des gens se permettre des choses impossibles. Et malheureusement, cela a été davantage facilité par l'évolution ou le développement de nouvelles techniques de la communication, de l'information, les nouvelles technologies. Donc quelqu'un peut se lever le matin et à l'aide de son téléphone, commencer à débiter des insultes, commencer à débiter des injures à l'égard de n'importe qui. Quelqu'un se lève un matin, il prend sa page Facebook ou son mur Facebook, il commence à insulter. Alors parce que là c'est un autre média, il faudrait en parler, les médias de l'avenir, Facebook et autres. Mais est-ce que vous connaissez ce monsieur? Oh, j'ai du mal à regarder la photo. C'est parmi ceux qui m'ont accueilli à Kinshasa et dans la profession. Je me rappelle, je devais solliciter la une chez lui, dans 4-5 médias, pour un partenaire avec qui je traitais, qui était à Lubumbashi. Il me dit, comme c'est un article politique, vous devez payer monsieur 2500 $. C'est un travail que j'avais sollicité dans 5 médias. J'arrive, je lui tends 2500 $, il prend 500 $, il me remet. Ah, ça m'avait touché. Et tous les autres ici, vous remettez, bon, ils s'en vont. J'ai dit, mais pourquoi vous me remettez ça? Il dit, non, c'est votre commission, monsieur. Vous pouviez aller ailleurs, mais vous m'avez honoré. Et il m'appelait toujours mon fils, Joël Kadi. Est-ce que c'était quelqu'un, c'était un cerveau? Polydor Mouboyaï, éditeur patron du journal Le Phare, ancien de Salongo qui avait démissionné en 1982 pour avoir publié l'article sur le 13 parlementaire. Il a quitté son organe de presse pour créer Le Phare depuis 1982. Il est resté dans le combat. C'est vraiment un monument que la presse vient de perdre. C'est un baobab parce que je ne vois pas qui a sa plume jusqu'aujourd'hui. Sa signature, j'aimais lire bien ça. Kimp. K-I-M-P. Non, c'est excellent. Très bien. Alors, il était également président de l'Observatoire des médias congolais. Cet organe a joué un rôle très fondamental à une certaine période, je me rappelle encore. Alors, mais Kaninda, vous allez le connaître autrement parce que c'est votre père, on va dire. Mais dites-nous,
professionnellement, qui était-il en réalité? Quel est le rôle qu'il a joué dans le paysage médiatique congolais? Oui, avant de parler du rôle qu'il a joué dans le paysage médiatique congolais, je voudrais parler de son impact sur ma vie professionnelle. D'accord. Parce que tout petit, je suivais la radio avec mon père, Mouboyaï Célestin, paix à son âme. Et à chaque fois que j'entendais dire que Mouboyaï Polydor était aux arrêts, était en prison par les ondes de RFI ou de Africa numéro 1 ou de la Voix de l'Amérique, ainsi de suite, ça suscitait en moi une envie, je ne sais pas comment la définir, mais je me disais, on parle de lui partout. Des radios internationales parlent de lui, j'aimerais être comme lui. Donc, je ne voyais pas le côté souffrance qu'il endurait à cause de la vérité, à cause du refus de la corruption par le régime Mobutu, mais il tenait à l'avènement d'un état de droit et il s'est retrouvé parfois en prison. Moi, je ne voyais pas ce côté-là, moi je voyais le côté star, quelqu'un pour qui les médias internationaux parlent. J'aimerais être comme lui. C'est ce qui m'a amené dans le journalisme. C'est un grand-père. Mon père s'appelle Mouboyaï Célestin, fils de Kaninda Mampinda. Kaninda Mampinda, fils de Mouboyaï Mampinda. Et lui est le frère du père de mon père. Donc mon grand-père. Ton grand-père. Mon grand-père. Mais dans le paysage médiatique congolais, il a joué un rôle pondérant parce que il vous souviendra qu'à l'époque de Mobutu, ne pouvait pas écrire qui veut et ne pouvait pas réfléchir qui veut, selon lui. Parce que à l'époque, pour donner un point de vue, il fallait se référer à ce que dit le impère. Mais lui, malheureusement, voyait les choses autrement. Et il donnait toujours des avis sur des questions politiques qui ne cadraient pas avec ce que voulait le impère ou ce que voulait Mobutu. C'est ce qui lui a valu plusieurs fois l'emprisonnement. Mais c'est quelqu'un qui était très attaché au Sphinx, Etienne Tshisekedi Amulumba. Il était vraiment très attaché à sa vision, à son idéologie, sans pouvoir parler des liens familiaux. Mais dans le paysage médiatique congolais, d'abord, vous l'avez rappelé, il était le président de l'OMEC, l'Observatoire des médias congolais. Cet observatoire a joué un peu le rôle du CESAC. Le rôle, on va dire. C'était un peu entre le CESAC et le gouvernement et l'UNPC. C'était un peu au milieu là, pour faire un peu le surveillant de tout ce qui se faisait, que ce soit au niveau des syndicats des journalistes, enfin, le seul syndicat, l'UNPC, et l'AM, comme c'est AM, hein? Autorité de médias, oui, avec le vieux Mouti. Oui. Alors, l'OMEC, quelque part, jouait un rôle d'équilibre pour voir les intérêts des uns et des autres, avec le professeur Moussoko à Bombay. Donc, il a joué un rôle d'équilibre dans ce paysage. Et vous avez le programme déjà, ça sera quand ça, comment ça va se dérouler si oui, déjà le corps arrive à partir de samedi. Ce soir déjà à 18h à l'aéroport de Njili. Donc, ceux qui sont intéressés à réserver des hommages déjà dès ce soir, c'est à l'aéroport de Njili à 18h. Et le corps sera acheminé à la mort du centenaire. Et après, il y aura des hommages le samedi, notamment avec une messe à la cathédrale Notre-Dame. Et puis, viendra le reste du programme. Mais je crois que sur l'enterrement, c'est samedi. C'est le samedi. Sa mise en terre, c'est samedi. Oui, 9h, levée du corps. 9h15, hommage. Excusez, 11h, départ. Et puis à 15h, le bain de consolation. Alors, j'aimerais dire, placer juste un mot. Très souvent, nous constatons que ce pays a beaucoup rendu hommage avec faste aux artistes.
je vais parler des artistes musiciens, je vais parler des artistes comédiens. Et je crois que le président Tshilundé, d'heureuse mémoire, aura été le premier, si je ne me trompe pas, à avoir été primé ou décoré par le gouvernement congolais. Je crois que ce monsieur Polydor Mouboyaï mérite une reconnaissance de l'État. Parce que c'est parmi les rares journalistes qui ont écrit pour le changement, pour l'avènement de la démocratie dans ce pays. Très bien. C'est en tout cas l'un des rares. Alors, on va prendre un autre sujet, toujours dans le cadre de journaliste, parce que, comme on le dit, le journaliste, c'est celui qui écrit beaucoup, mais alors son petit nom juste en bas, un tout petit nom tout simplement, mais il écrit plus pour les autres. Un de nôtres est malade, il s'appelle, je vais dire que vous connaissez de qui je parle, il est malade, il est souffrant, il est à l'hôpital. La question, c'est de savoir comment va Kadiombo maintenant. Joël Kadé, comment il va? Quelle est sa situation? Bon, tard la nuit, j'ai parlé avec son épouse, Madame Nicole, qui m'a dit qu'il est vraiment en détresse respiratoire et qu'il était sous assistance respiratoire. La situation semblait ne pas être très bonne la nuit. C'est ainsi que moi j'ai toujours dit, vous verrez les gens venir avec des fleurs, avec des hommages. Je pense que si il y a lieu qu'on lui témoigne l'amour, c'est maintenant qu'il est à l'hôpital. S'il y a une assistance, que les gens s'organisent pour lui porter secours maintenant. Mais je crois que au niveau de l'UDPS et dans certains milieux, on s'organise pour lui porter cette assistance-là. Mais en tout cas, Kadiombo va très mal. Qu'est-ce qui se passe, Kaninda? C'est la Covid, c'est le poison, c'est la maladie normale? Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, mais nous traversons une période très complexe pour le pays. Je comprends que certaines personnes décrivent le fait que Bossembe soit rare à voir, que Kadé soit rare à voir, que Kaninda soit rare à voir. C'est parce que nous sommes dans un contexte qui inquiète. Vous ne me verrez pas. Hein? Ne me faites pas, vous ne me verrez pas. Voilà, Pas du tout. Nous ne savons pas. Aujourd'hui, c'est les gens qui nous quittent. Est-ce par poison? Est-ce par la maladie? On ne comprend pas très exactement. Comment est-ce que la maladie ne s'attaque qu'à des figures de proue? C'est ce que nous ne comprenons pas assez. Vous voyez. Mais cette pratique d'empoisonnement vient de quelque part. Mais ça vient d'où finalement? Parce que je me rappelle qu'à l'époque, nous, quand il y avait des soucis, on se chamaillait, on se battait parfois, on se rencontrait, on se disait des choses à un moment donné choquantes, mais arriver jusqu'à extraire quelqu'un, exterminer quelqu'un, mais alors je me dis... À l'époque de Mobutu, par exemple, on savait, nous on était jeunes, on savait que le poison, c'est une affaire de grands, très grands politiciens, des riches, tout ça, entre eux qui se disputent des intérêts, des gros intérêts. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous voyez même une femme qui va empoisonner une marâtre, une concubine. Si vous l'avez connu en retard, moi j'ai grandi avec, parce que ma mère est partie à cause de ça. Donc du coup, moi j'ai grandi avec cette phobie d'empoisonnement. Dans la politique, on comprend. Peut-être, hein. Mais sinon, ouais, donc c'est différent. C'était pas pour les civils, les hommes ordinaires, c'était pas pour les hommes ordinaires. Mais on peut pas dire que c'est le cas de Kadiombo. C'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant, mais le problème ici, c'est quoi? Parce que moi, j'étais là où le grand-père est décédé, à Ohio, j'étais là. Quand il est décédé dans la chambre, parce qu'il était dans sa chambre, il devait sortir avec Maman Siska. Mais aux États-Unis. Aux États-Unis. Okay. Il va demander à Maman Siska d'aller apprêter quelque chose. Et entre-temps, ils étaient pressés à sortir. Et il est resté dans la chambre. Quand Maman Siska revient quelques minutes après, mais Polydor, il appelait Polypho. Polypho, mais il était là et il était parti. Aussitôt, quand ils sont allés à l'hôpital, on a constaté le décès par le médecin. Après, on a demandé l'autopsie. Mais est-ce que chez nous, lorsqu'on demande l'autopsie, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Pourquoi? Parce que chez nous, on semble banaliser
la disparition des personnes, la mort des personnes. On semble banaliser. On banalise tout. Ça devient normal. Vous avez la même impression? Mais écoutez, nous l'avions dit, même lorsqu'on décrit les morts à la présidence, vous allez constater qu'il n'y a que le grosse tête autour du président de la République qui part. Or, le président est dans une sorte de coalition. À la présidence, là, les autres sont exemptés comment? À un moment donné, il y a lieu de se poser la question. Est-ce que c'est vrai que depuis 60 ans, on va dire, la présidence qui a connu des morts à un moment, je veux dire un nombre incalculable, c'est celle de Félix Tshisekedi. Est-ce vrai, cette affirmation? En 2 ans, Félix Tshisekedi aura perdu un peu plus que ce que Mobutu a perdu dans 32 ans, ce que Kabila a perdu dans 18 ans. Bon, vous savez pourquoi on connaît les morts qui sont à la présidence? Tous ces jours ici, les gens meurent. Il y a plusieurs raisons. Et le poison est devenu un peu quelque chose d'ordinaire dans beaucoup de milieux, avec une certaine race que nous avons reçue chez nous. Mais vous allez constater que si on parle de la présidence, c'est parce que la présidence est au sommet. Mais dans toutes les familles ici, il y a des gens qui meurent chaque jour. Mais à l'époque de Kabila, il y avait aussi la présidence. À l'époque de Mobutu, il y avait aussi la présidence. Mais pourquoi il y avait pas de gens qui sont morts à la présidence? À l'époque de Kabila. Samba Caputo, il y a eu l'ancien conseiller juridique, il y a eu Katoumaman qui est mort. Il y a eu beaucoup de gens au niveau de la présidence qui sont morts. Mais pas autant comme maintenant. Pas autant, mais ici, il y a non seulement la pandémie, mais il y a quelque chose qui... D'anormal. D'anormal. Ouais. D'anormal. En dehors de la pandémie, il y a quelque chose d'anormal. Et vous allez sentir que ce sont ceux sur qui le président s'appuie qui partent. Hein, parce que si vous voyez la toute première mort à la présidence, c'était... le bâtonnier? Non, non, c'était l'avocat? Non, celui qui était parti à Nairobi. Okay. Et après, c'est le bâtonnier, Kendi. Après, c'est Monseigneur qui part. Ouais. Donc, tous ceux qui constituent un peu la ceinture la plus proche du chef de l'État, partaient. Ils sont partis. Et aujourd'hui, quand vous regardez les professeurs Kabwa, vous regardez Kitengeyezu, et dans tout ça, on va vous dire qu'ils n'ont pas souffert pendant longtemps. Ils n'ont pas souffert. Et même le professeur Edi Chimanga. Donc, vous apprendrez, c'est pratiquement les mêmes circonstances, le même contexte. On vous dit que non, quelqu'un est resté, il a demandé à sa femme à manger, il a mangé, et après qu'il ait mangé, sa femme est allée au marché, au retour, il s'est enfermé, on vérifie, la personne est morte. Moi, je me rappelle encore, vous connaissez encore le monsieur qui était à la communication, c'était Charles. Oui. Charles Kilocho. Oui. Il n'a pas souffert. Un grand frère, on s'est vu, il est venu à la maison 2 jours avant ou 3 jours avant, et puis pouf. Charles n'a pas souffert. J'ai pas compris. Donc, vous comprenez? Donc, il y a quelque chose qui cloche un peu. Comme on dit en Ingala, c'est pourquoi moi je dis, il y a dans la logistique, c'est là où, à un moment donné, la patience, l'amour, le cœur du président de la République, des fois, le fait de laisser le personnel d'appoint que Kabila a laissé pose problème. Oh mais non, quand même. Non, mais on peut organiser. Vous n'allez pas les accuser. Les affectations. La Champs-Élysées, par exemple, tout le monde la Champs-Élysées, il y a le cuisinier qui a fait plus de 25 ans. La Champs-Élysées, il y a une personne qui est au café depuis des années. Mais ça n'a jamais posé problème. La démocratie, dans d'autres pays, quand on sait la République, on sait la République. Et on a un devoir d'ingratitude. C'est ce qui est différent chez nous. C'est compliqué. Chez nous, nous avons 450 tribus, 450 ethnies. Et chacun s'identifie, je pense que vous l'avez appris en sciences politiques, par rapport à la culture paroissiale. Ça veut dire, chacun s'identifie par rapport à sa tribu. Et quelqu'un dont la tête est très remplie, dominée par sa tribu, quand vous regardez même toutes les diatribes dans les médias contre le président de la République, c'est justifié par quoi? À un moment donné, vous posez la question. Vous regardez quelqu'un de très lucide, quelqu'un de très intelligent, journaliste de renom, mais quand vous regardez ce qu'il fait contre le président de la République, vous cherchez les raisons, vous ne les trouvez pas. Très bien. Alors, on va directement rentrer dans le vrai sujet. Non, mais permettez-moi d'ajouter juste un mot par rapport à ce point.
c'est que les gens qui travaillent à la présidence, au-delà du fait qu'il y a une coalition aujourd'hui à la présidence de Félix Tshisekedi, contrairement à la présidence de Joseph Kabila ou de Mouzé ou de Mobutu, aujourd'hui il y a une coalition. Mais il y a une question qui m'a d'être posée, c'est comment est-ce que les gens arrivent dans l'administration de la présidence de la République? Les gens sont sélectionnés comment? Comment ils sont recrutés? Parce que nous pouvons nous dire, oui, à l'Élysée, il y a un cuisinier qui a fait 25 ans, 30 ans, 40 ans, ok, mais il y est arrivé comment? Je crois que c'est par méritocratie. Ouais, un concours, Oui, et puis après, voilà, un cheminement après, normal. Voilà, un cheminement normal. Mais chez nous, c'est l'attente de tel qui vient à la présidence pour servir le président. C'est la cousine du président qui arrive, c'est la nièce. Est-ce qu'il faut garder des personnes comme ça parce qu'ils sont dans l'administration? C'est le cousin de tel, c'est la nièce de tel. On me dira, mais non, mais écoutez, le Congo, nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous sommes cousins, nous sommes cousines. Ok, c'est bien bon. Mais par rapport au contexte, moi je crois qu'il peut y avoir conflit d'intérêts lorsque, par exemple, vous êtes cousine d'un ancien président, mais vous devez servir un nouveau président qui n'est pas en état de sainteté avec votre oncle ou votre tante. Ça passe pas déjà. Ça passe pas, ça pose problème. Donc, moi, je crois qu'il est temps que nous puissions peut-être revoir de quelle manière les gens accèdent au service, par exemple, de la présidence de la République. Comment on recrute le personnel de la présidence de la République? C'est une question qui mérite d'être posée et qui mérite une réponse. Alors, Joël Cadet et puis Kaninda, je rappelle que vous êtes les chevaliers de la plume et dans le cadre de cette émission, nous parlons de l'actualité. Avez-vous suivi une vidéo au cours de laquelle un journaliste pose la question au président de la République sur le coût de l'investissement, surtout de l'accord, de pont qui vont être construits, tout ça, l'accord entre le Burundi et la RDC. Et le chef de l'État a dit, je cite, ou je vais paraphraser, vous allez loin, monsieur, vous allez loin, avec un air hésitant, vous allez très loin. Cette question, il faut la poser aux experts. Parce que c'est eux qui connaissent, qui maîtrisent la question. Après la question, la vidéo va faire le tour de la toile. Bon, cette obstination de croire que le chef de l'État doit tout connaître va entraîner les gens dans une certaine réflexion. Selon vous, vous pensez que le chef de l'État aurait fait mieux de dire autre chose? Ou pourquoi on le condamne? Pourquoi on le critique? Pourquoi on l'attaque? Jenny Kaninda. Bon, le mal du président actuel, le président Félix, c'est que c'est un homme sincère, c'est un homme vrai, et il est honnête. C'est ça son mal. Alors, quand on est sincère, quand on est vrai, quand on est honnête, on peut dire je ne sais pas. Mais pour quelqu'un qui est malhonnête, même quand il ne sait pas, il va trouver une réponse, même s'il sait que cette réponse n'est pas vraie. Nous étions habitués à ça. Le président Mobutu, c'était un président qui connaissait tout. Il avait la réponse à tout. Bon, après, je dois m'interroger sur ces 5 premières années. Je ne sais pas quelles étaient vraiment ses prestations en public. Je n'ai pas vraiment l'histoire. Parce que j'étais pas là. Bon, Mobutu, c'était un tribun, c'était un orateur, c'était un orgueil de fou. Il aimait parler. Il aimait les détails. C'était un journaliste. Un journaliste. Donc, c'est 5, un militaire, un commandant. C'est 10 premières années. Je ne sais pas comment étaient ses prestations. Mais nous avons vu des prestations ici d'un président une année après, 5 ans après, et même 6 ans, 7 ans, 8 ans après, on a vu des prestations. Mais je constate que Tshisekedi, c'est quelqu'un qui dit vrai. À une question comme ça, je suis journaliste, je pouvais moi aussi poser cette question parce que ça ne pouvait pas manquer dans un papier de reportage. Le coût global des travaux, la durée des travaux, le deadline des travaux, ça ne pouvait pas manquer dans un papier de reportage qui se veut complet. Mais maintenant, est-ce que le président a faussé la communication en disant que c'est une question qui relève, dont la réponse relève de la compétence des experts? Parce que lorsque vous venez de signer des accords, déjà il faut le dire,
beaucoup le savent, que les accords, ce n'est pas le président qui rédige les clauses, non, ce n'est pas le président, c'est des experts qui prennent le temps de part et d'autre pour travailler et ainsi de suite. Mais le président, il a une ligne maîtresse, il a une ligne globale de ce que représente l'accord. Mais lorsqu'on va dans des questions de fond, attendez, même moi, à la place du président, c'est des experts qui... Si on vous pose la question, vous qui avez vos lunettes, je dis de quoi sont faites vos lunettes, monsieur? Parce que c'est vous qui les avez achetées. De quoi sont-ils faites? Non, mais c'est ça, justement, le fait de vouloir présenter un Tshisekedi qui n'est pas au point, qui n'est pas à sa place. C'est au fait ça la démarche. Donc, il faut montrer à l'opinion, attention Congolais, vous avez un président qui n'est pas à sa place, qui ne connaît pas ce qu'il fait. Alors que c'est tout le contraire. Pour une fois dans ce pays, nous avons un président qui sait ce qu'il fait. Même quand il a dit une chose, 6 mois après, on voit la chose se réaliser. Quel que soit le temps que ça prend, mais attendez, mais il nous avait dit ça, et aujourd'hui on va... Alors maintenant, on veut montrer à l'opinion que, écoutez, comment un président peut aller signer un accord, mais il ne sait pas quel est le coût global du projet? Non. Mais est-ce que dans la communication, parce que dans le domaine de la communication, il faut retenir qu'il y a des éléments essentiels. C'est-à-dire que lorsque le président veut parler, quand mon chef, je suis un communicant, je suis un chargé de communication, un attaché de presse, lorsque mon chef veut parler, il y a des éléments sur lesquels je discute avec mon chef, avec mon patron, je lui dis patron, la question par exemple sur les garanties que les intérêts de la nation sont sécurisés, sont protégés vis-à-vis du pays avec lequel nous... Ça, c'est une question essentielle dans un accord bilatéral. La question, par exemple, de la faisabilité du projet, oui. Mais il y a des éléments de communication qui se transmettent dans ce qu'on appelle le dossier de presse. Est-ce que les journalistes, est-ce que le service de communication du président avait prévu un dossier de presse ou pas? Pour que le journaliste... Parce que si vous avez le dossier de presse, dans le dossier de presse, on vous donne la nature du projet, le coût du projet, le deadline, et tous les éléments sont dans le dossier de presse. Alors, Joël Cadet, quelle est votre lecture? Bon, premièrement, il y a une chose, Christian, qu'il faut retenir. On a développé dans notre pays une sorte de gnosologie. Donc, nous avons trop de gnosologues, des gens qui connaissent tout, qui maîtrisent tout, qui expliquent tout, qui répondent à tout. Je vais prendre ces deux questions ici, pour un journaliste normal. Est-ce que ces questions sont à poser au président de la République? Non, s'il vous plaît. J'avais envie de poser la question, mais alors vous m'avez dévancé. S'il vous plaît. Non, non. Est-ce que ces questions, un journaliste peut poser? Même la question que notre confrère, votre mot, a posée au président de la République sur son salaire. Et c'est une question qu'un journaliste normalement formé, professionnel peut poser au président de la République. Et que le fait que le président de la République ait dit que je ne connais pas mon salaire, pensez-vous vraiment que c'est une erreur? Parce que la liste civile du président de la République a plusieurs rubriques. Et lorsqu'on paie ces rubriques-là, il y a chacun de ses assistants qui gère chacune des rubriques. Alors, comment pouvez-vous demander au président de la République? Vous savez que je pille facilement, avec ma notoriété, connue, plus près du peuple. Je puis aller aux finances, au ministère des Finances. Je puis aller au ministère du Budget. Je puis aller à l'Assemblée nationale. Je puis consulter les documents qui peuvent me fournir cela. Si vraiment c'est une information importante pour la mettre sur la place publique. Mais vous posez au président de la République cette question-là. Et la question sur le coup, s'il vous plaît, cette question-là, même quand mon confrère Kaninda dit que ça doit faire partie du papier. Oui, ça fait partie du papier. Mais lorsque ça fait partie du papier, lorsque le président termine sa conférence, je vais vers les experts, ceux qui ont négocié. J'ai fait les relations internationales. Les documents, les papiers, les accords sont faits par les experts. Et les experts-là viennent de plusieurs domaines. Infrastructure, finance, les experts en douane, les experts en fiscalité. Donc tout cela se réunissent pour que l'on sache les coûts de travaux, ainsi de suite, et les travaux vont prendre combien de temps. Ici, le président s'attendait à des questions, par exemple, sur l'apport ou la raison
de cet accord? Qu'est-ce que ça va apporter à la République démocratique du Congo? Voilà les réponses que l'on pouvait attendre du président de la République. Alors, mais les gens estiment que le chef de l'État ne connaît pas le coût du projet qu'il a lui-même signé. Est-ce que vous pensez que ce raisonnement tient la route ou vous pensez que c'est bon à côté de la plaque? Non, vous savez, hein, il est des journalistes qui, par leur proximité avec l'UDPS, par leur proximité avec Feu Etienne Tshisekedi du Amulumba, qui se voyaient déjà directeur de la communication du président de la République. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et ils ont développé une sorte d'aigreur, une sorte de haine, à tel point que ça dénaturait même leur cervelle. À tel point qu'ils débitent tout ce qui leur vient par la tête et ils soliloquent pour tirer même sur des cadavres. Parce que le président de la République, je vous dis, c'est avec raison. Et d'ailleurs, si vous sortez dans sa réponse, il dit, monsieur, vous allez très loin. En d'autres termes, vous sortez de la plaque. En d'autres termes, vous sortez de la raison de cette petite conférence de presse. Ou alors vous vous trompez de la cible. Vous vous trompez de la cible. Moi, je ne suis pas la personne sur qui vous deviez tirer. Tirez votre aller ailleurs. Vous êtes en train de tirer dans un cadavre. Mais c'est normal que le président dise, messieurs, si vous avez besoin de réponses. Et, Christian, moi, ça me dérange dans ce pays que les gens oublient très vite. Nous avons Mosé Laurent Désiré Kabila dans ce pays ici. Mosé Laurent Désiré Kabila, vous lui posez la question où il n'a pas de réponse. Il désigne un ministre du secteur pour répondre. Et chez lui, c'était terrible parce que le ministre ne s'est pas préparé à la question. Le ministre ne s'est pas préparé à la question. Il lui dit, écoutez, M. Madi Moulumba, répondez à la question. M. Moïse Kongolo, répondez à la question. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait les attributions de chacun. Et d'ailleurs, qui est responsable de tous ces projets-là? Ce n'est pas le président de la République, c'est le gouvernement. Alors, je suis journaliste d'investigation, je vais poser vraiment, moi, Nanga, avec tout ce que j'ai comme poids de l'âge professionnel, moi, je vais poser cette question-là au président de la République. Et le fait que le président ait répondu que je ne connais pas le coup, aller poser la question aux experts, devient une raison. Mais ce n'est pas la première fois. Tenez, le chef de l'État se trouve en Italie, à Rome. Un journaliste, je lui pose la question. Il dit, monsieur le président Félix Tshisekedi, comment allez-vous faire pour arrêter la guerre à l'est du pays? Et il dit tout de suite, si j'avais la réponse, je vous la donnerais maintenant. Je ne l'ai pas. alors, la question, c'est de savoir, est-ce que, comme vous dites, est-ce que trop de sincérité n'est pas fait pour être président finalement? Bon, vous savez, dans le monde, il y a toujours parfois des présidents atypiques. Il y en a toujours. Et moi, je crois que c'est le genre de président qu'il faut pour amener une révolution. Parce que regardez Mouzé, quand il arrive, c'était un président hors norme, si vous permettez. C'était un président hors norme. Moi, j'allais parfois à, comment on appelle le quartier, Binza Météo, chez un oncle paternel. On voyait Mouzé sortir le soir. Les mamans qui faisaient les petites... comment on appelle les petits commerces, non, qui faisaient les petites plantations, comment on appelle encore le terme m'échappe, vers météo là-bas, des plates-bandes pour les pépinières des amarantes et tout. Et le soir, Mouzé, il venait sans garde du corps, échanger avec ses mamans, il venait chez nous, les voisins, il venait. C'était un président hors pair. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut accepter que le président Tshisekedi sorte de sa maison de 3 chambres et salon, cuisine, salle de bain, un président normal, il vient, il visite les voisins à côté, juste en face, là, on ne l'acceptera pas. On dira tout de suite, mais c'est quel président ça et tout. Donc, moi je suis d'avis que un président sincère, un homme honnête, un homme... On peut pas, c'est vrai, on est en train de calibrer Félix Tshisekedi sur la mesure, je ne sais pas moi, de Joseph Kabila ou de Mobutu, c'est bien bon, ce n'est pas un péché. Mais moi, je crois que c'est un président qui a sa propre nature, qui a ses propres manières. Dans le monde, on a connu des présidents comme ça et moi, je ne lui en veux pas. Alors, je vous relance pour continuer le débat. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir cette impression, mais j'ai comme l'impression, je vous la pose la question. Les journalistes, il y en avait à l'époque de Kabila, il y en avait à l'époque de Mobutu,
Il y en avait partout, dans toutes les époques, on a que des journalistes. Et nous étions journalistes même à ce moment-là. Pourquoi des questions qui semblent aujourd'hui être faciles à poser étaient des questions que l'on s'interdisait de poser à Kabila? Parce que Kabila a offert aussi l'occasion aux journalistes. Pourquoi aucun journaliste n'a osé poser la question à Kabila Joseph de son salaire, par exemple? Pourquoi nous n'avons à l'époque jamais posé la question à Kabila Joseph sur le coût du pont Loangué, ou sur le coût du 5 chantier, ou sur le coût de n'importe quelle infrastructure? Pourquoi à Kabila on ne lui posait jamais ces questions? Et à Félix Tshisekedi, ben on peut même poser la question à Félix Tshisekedi, combien d'enfants a-t-il? Est-ce qu'il a déjà vu une autre femme? On peut poser. Aujourd'hui, avec cette liberté, les gens peuvent se permettre toutes ces questions-là. C'est quoi la différence exactement? Non, mais j'aime l'intelligence dans vos questions, cher Christian. Merci. Regardez, un président comme Tshisekedi qui vient apporter au peuple congolais sa liberté. C'est quelqu'un qui est né dans la moule de, comment il a appelé ça? De la démocratie. Lui-même, il appelle ça comme ça. Il est différent de Joseph Kabila. Joseph Kabila n'a pas connu la démocratie. Non, je suis désolé. Il est né dans une espèce de... Je ne sais pas si c'est la dictature ou quoi, parce que quand vous êtes dans le maquis, vous n'appliquez pas la démocratie dans le maquis. Enfin, sauf erreur de ma part. Hein, toute modestie considérée, je ne pense pas que Joseph Kabila est né dans la démocratie. Mais Tshisekedi est né dans la démocratie. Dans un parti où, à un certain moment, vous avez les plus hauts responsables du parti, mais dont le point de vue ne sont pas pris en compte par rapport à ce que disent les militants. Il est né dans ce contexte. Donc, pour lui, le fait de donner la liberté de parler, la liberté d'expression à la population, c'est une joie pour lui aujourd'hui. Alors que d'autres présidents n'étaient pas nés dans ça. Le salaire d'un président, c'est vrai, aujourd'hui, on est très strict avec le président Tshisekedi. On est très rigoureux avec lui parce que nous tous, d'ailleurs, vous et moi, on est très strict avec lui parce qu'il n'a pas droit à l'erreur, cher Christian. Le président Tshisekedi n'a pas droit à l'erreur. Je me demande si nous ratons cette occasion de décoller dans ce pays avec Félix Tshisekedi. Je me demande quand est-ce que nous aurons encore l'occasion d'avoir un président qui aura le souci de relever ce pays. Est-ce que vous pensez qu'on abuse de cette liberté? Oui, mais on est rigoureux par rapport à lui, par rapport à ça, par rapport à ce qu'on attend de lui. Okay. C'est ce qu'on attend. On attend beaucoup de lui. Alors, maintenant, un président de qui on attend beaucoup, on lui demande son salaire, alors qu'on ne pouvait pas demander cela à Joseph Kabila, comme vous avez dit, parce que aussitôt, déjà qu'avec Joseph Kabila, vous ne posiez pas les questions que vous ramenez de votre rédaction, monsieur. Ok. Vous posez des questions qui sont préparées par le service de communication, qui sont distribuées en avance, et dont les réponses sont déjà préparées. Est-ce que c'est vrai ça? Non, mais c'est vrai. Ok. C'est connu. Comment on me refusait donc les accès déjà quand on vous donne la parole pour poser la question, c'est une question dont la réponse est déjà connue par le président. Et quand vous posez une question qui sort de ce questionnaire, mais vous êtes interpellé par la nerf. Donc vous voyez déjà, le contexte n'est pas le même. Ici, vous avez un président qui répond spontanément aux questions de ma consoeur Françoise Ouéla, Christian Lusako. Il répond spontanément. Mais maintenant, on demande quel est votre salaire, monsieur le président? Il dit, je ne sais pas. Non, mais attendez, cher Christian, je crois que vous avez droit à un salaire, même si vous êtes patron de Congo Buzz, mais vous avez droit à un salaire. Mais il faut que je demande à Jérémy combien je suis payé. C'est vrai, moi non plus, je ne sais pas. Je suis payé comme tout le monde. Ouais, ça nous arrive. Enfin, à certaines personnes, ça arrive que vous avez tellement le cœur à la réussite de ce que vous faites. Oui. Et parfois même, votre salaire est confondu aux frais de fonctionnement. Oui. Vous prenez même de votre salaire et vous mettez dans le fonctionnement de la boîte parce que vous voulez que ça marche, ça doit réussir. Mais est-ce que c'est le président qui gère son salaire? Est-ce que c'est le président gère l'argent? Est-ce qu'un président de la République peut gérer un budget de son foyer, l'argent de son foyer, son salaire? Est-ce qu'un président gère ça? Il peut décider de j'envoie 1000 là-bas, j'envoie. Est-ce qu'un président, ça gère ça? Alors, Kadé, la même question.
surtout vous d'ailleurs, je vous la poserai de la façon la plus claire, parce que vous avez écrit des titres, vous avez écrit plusieurs articles et tout ça, vous avez été dans plusieurs interviews, vous avez interviewé pratiquement tous les politiciens de la RDC. Dites-moi, qu'est-ce qui change aujourd'hui? Je comprends pas. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Quelqu'un a tapé les bâtons de la liberté. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais je pense que c'était mon introduction, Christian. Quand j'ai introduit, j'ai dit la liberté que le président de la République nous a apportée au travers du combat mené par son parti politique, nous a amené à une sorte de libertinage. Parce que les questions que vous ne pouviez pas vous permettre du temps de Kabila de poser. Rappelez-vous que notre consoeur, je crois, de la RFI... Ah, la petite sœur. La petite sœur. Quand elle a posé la question qui n'avait pas été distribuée... Ah oui, la petite sœur. Hein? La petite sœur. Elle a posé la question qui n'était pas prévue et pour laquelle Kabila n'avait pas répété les réponses. Ou pour laquelle il n'avait pas de réponse. Mais il a dit, remettez la constitution à la dame. Donc, qu'on remette 229 articles pour avoir juste... Pour avoir une seule question, vous allez partir du pouvoir. Je n'ai pas vu mon confrère qui est en Europe, qui soliloque, je ne l'ai pas vu en faire un problème. Ouais. Hein? Vous avez dit quelque chose de fondamental ici. À l'époque de Kabila, comment ça s'est passé quand il y avait interview, quand il y avait point de presse? Comment ça s'est passé, en fait, les coulisses? Mais les gens étaient déjà connus. Ceux qui participaient, nous pouvons le connaître, et même jusqu'aujourd'hui. Ils sont identifiables, on peut le compter au bout des doigts. Et les questions étaient déjà présélectionnées, distribuées à ce genre-là, et Kabila avait déjà des réponses à ces questions. Mais aujourd'hui... Ou même alors, vous envoyez déjà les questions. Vous envoyez des questions en avance. Je vais vous donner les cas bien précis. Allez-y. Les cas bien précis. Lorsqu'il y a eu, je crois, concertation ou quelque chose comme ça, l'UMPC devait partir. Nous étions sur la liste. Moi et mon ami Jean-Marie Bassa, pour ne pas le citer, le président de la commission de la CAP. Le chef coutumier. Oui. Mais je vous informe que Kassamba arrive, il dit, les deux là, Kaleb a dit qu'ils ne viennent pas. Attendez 2 secondes. Je vous dis, c'est authentique. Appelez pas ça maintenant. Nous étions en costume, le bus de la présidence est venu, on dit Joël Kadé et Jean-Marie Bassa ne montent pas dans le... C'est Kaleb qui a donné l'instruction. C'est pas vrai. Et quand ils sont partis, avant de partir, les mémos étaient préalablement envoyés en avance. Et on devrait lire les mémos, on le corrige au niveau de l'ANER et on le retourne à Kassongati Lunde dans le format par l'ANER voulu. C'est pas vrai. Ça, c'est authentique. Les journalistes sont là vivants. Vous pouvez vous adresser à Moïse Moussangana, qui Chivis Chouadi, parce que ce sont eux qui avaient participé à l'élaboration de ces mémos-là. Mais vous envoyez les mémos avant. Donc tout ce qui se passait, c'était du théâtre. Non, c'est du théâtre, c'est de la comédie. Mais si vous avez un président, excusez-moi le mot, sentimental. Sentimental, ça veut dire quoi? Il vous dit ce que son cœur dit. Il ne peut pas vous mentir. Parce que c'est la première fois qu'on dit qu'on a un dit, bon là je vais vous dire sincèrement, vraiment. Sincèrement. Alors je comprends pas. Et puis, deuxième élément. Quand vous avez des gens qui viennent avec des questions pièges, vous pensez vraiment que Tshisekedi est naïf? Que dans ce pays ici, où le salaire des agents est dérisoire, et son salaire, ce n'est pas lui qui l'a fixé. Il a trouvé un salaire fixé pour ses prédécesseurs. Alors qu'il avance ce salaire-là, face à la misère de la population, savez-vous quelle polémique ça allait créer? Mais ça allait être très grave parce que je me dis, un enseignant qui peine pour avoir $200 le mois, et un président se mettrait à dire, non, moi je gagne $27 000 le mois, mais 14 000 14 000 Mais je voulais que la polémique aurait été d'abord beaucoup plus grave que celle par lui provoquée au sujet de ne pas savoir son salaire. Vous réalisez? Parce que le vrai problème aujourd'hui, avec les pays de l'Est, on a compris. Au départ, il venait parce qu'il y avait une sorte d'insécurité chez nous. Le chef de l'État se lève, il dit, je vais mettre fin à cette insécurité. Par l'état de siège. On enlève les militaires qui ne voulaient pas quitter de l'autre côté, les officiers qui faisaient maintenant du business dans l'armée, on les enlève. Les 3 présidents de l'ex-Copel, ça devient un danger. Maintenant, il faudrait que nous, on court vers lui pour négocier parce que ça nous sera difficile d'avoir ce que nous gagnons frauduleusement. Et on officialise, on formalise. Maintenant,
c'est que les autres faisaient par la fraude, on formalise cela, et de l'autre côté du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, on ne va plus permettre que l'or sorte d'une manière frauduleuse, parce que vous savez, allez dans l'Est aujourd'hui, j'en venais il n'y a pas très longtemps, vous allez voir que la bière, le savon, tout vous vient du Rwanda. Le Congo, c'est débouché. Et le président a compris cette réalité-là. Parce que les histoires qui viennent de Kinshasa, pour que ça arrive à Beni, que ça arrive à Rutshuru, que ça arrive à Calais, que ça arrive à Durba, c'est difficile. Ça va aller par quelle route? Parce que même nous, pour aller dans notre propre pays, on passe par le Rwanda, on doit passer par l'Ouganda, on doit passer par Nairobi, par Éthiopie, pour rentrer dans notre pays. Donc, vous quittez d'ici, mais vous devriez aller laisser un peu $50 en Ouganda, vous laissez $50 à Nairobi, des visas ici de suite. Et pourtant, mais vous avez compris, le chef de l'État, bientôt on n'aura pas de visa sur l'Ouganda, parce que... Ce qui est très bien, parce que c'était un avantage important pour nous autres, pour ceux qui font les affaires. Oui. On n'avait aucune idée de ce que ça représente. Hein. Même le but, on va prendre un autre sujet, une petite digression. Vous savez, les visas qu'on applique au Congo, que les Congolais à l'époque ne pouvaient pas. Parce qu'à l'époque, un Congolais, il demandait un visa pour venir au pays. Mais maintenant, là, on dit non, vous allez appliquer sur place. Les gens ne savent pas ce que ça représente pour eux. Surtout pour ceux qui faisaient les allers-retours. Non, chers confrères. Mais vous savez, quand les gens me disent non, Tshisekedi a fait quoi, Tshisekedi a fait quoi. Je disais à quelqu'un dans un restaurant hier, dans ce pays sur Rond-Point Victoire là, vous ne pouviez pas vous promener avec un sac à main. Vous ne pouviez pas vous promener avec votre appareil photo comme ça, avec même des photos de moquerie sur Tshisekedi ou sur Kabila. Donc, on ravisait ça. Juste pour ce seul élément. Le deuxième élément, tous les opérateurs économiques du Kivu, de Kalemi, de la Grande Orientale, tous prennent leurs histoires au port, soit de Dar es Salaam, soit au port de Mombasa. Et tous vont acheter, s'approvisionnent à partir de la Chine, de l'Inde, du Pakistan, et ainsi de suite. Et toutes ces histoires-là viennent par ces ports-là. Vous savez quel est l'avantage qu'il y a à ne pas payer? Moi, pour aller à Lubumbashi, vous payez plus de $800. Oui. Mais pour aller ici, à Entebbe, c'est $400 aller-retour. Oui. Mais aller à Dubaï, c'est $600. Non. Si vous êtes pas dans les hautes saisons, mais c'est 600, 700. Donc, vous réalisez, ça veut dire que maintenant, le Burundi a compris et que maintenant, on doit ouvrir un chemin de fer. Parce que le Congo, nous bloquons, je crois le pasteur Ekofo l'avait dit. Vous pouvez partir du Cap en Afrique du Sud jusqu'à Kasumbalesa. La route est asphaltée. Vous pouvez partir du Caire, de l'Égypte jusqu'en Centrafrique. La route par route. Mais chez nous, c'est nous qui bloquons le développement de la RDC. Et Félix Antoine Tshisekedi l'a compris. Dès que nous ouvrons les voies, la route par exemple qui va faire jusqu'à Beni, qui vient de l'Ouganda, la route qui va venir maintenant, le chemin de fer qui va venir. Et si nous ouvrons notre infrastructure au niveau national, parce qu'aujourd'hui, en un jour, vous partez, vous pouvez faire aller-retour sur Chikapa. Les gens peut-être ne le savent pas. Hein? Par route, pas par avion. Mais l'avion sur Chikapa coûtait $350 à l'époque. Mais est-ce que les gens réalisent, on va prendre notre sujet, est-ce que les gens réalisent que le Congo gagne beaucoup plus sur n'importe quel autre, par rapport à n'importe quel autre pays, si seulement nous réussissons à relier toutes nos villes en une seule. Je vous donne un exemple. Si Kigali a besoin d'exporter son or, a besoin d'exporter par exemple son véhicule, le Volvo, il en a besoin d'exporter ça en Centrafrique. Il passe par chez nous et il paye autant de milliers dans le péage. Et c'est nous qui gagnons à la fin. Parce que nous avons 9 pays voisins, ce que beaucoup de pays n'ont pas. Et en termes d'infrastructure, en termes de route, en termes de... Parce qu'aucun importateur n'aime les bateaux. S'ils utilisent les bateaux, c'est parce qu'il n'y a pas de voie de route. Alors s'ils utilisent les voies de route, ils vont ignorer les bateaux, ils vont ignorer les avions, ils vont prendre la route parce que c'est beaucoup plus pratique et les risques sont moindres. Mais maintenant, nous refusons tout en fait. On refuse tout. S'il vous plaît. On attaque tout projet, toute initiative. Je vous donne un exemple. C'est là où je vois la méchanceté du régime de Joseph Kabila. Parce que pour partir de Kingakat jusqu'à la route de Bandundoula, c'est 40 km. Mais je vous dis que c'est la distance qui sépare ma ville de mon village. Mais pour l'intérêt d'un seul individu, ça a été fait ainsi. Je vous dis, aujourd'hui ici, si on ouvre juste la route
de Mwanda où nous avons été avec vous, jusqu'à Kasumbalesa. Je vous dis, au lieu que notre cuivre, notre cobalt passe par, pour être exporté, passe par l'Afrique du Sud, ça va venir vers ici. Et si on ouvre le port en eau profonde des bananes, c'est fini le développement, c'est parti. On aura bien fait les choses. Et puis, on va gagner beaucoup d'argent parce que nos tracts, nos poids lourds, là, payent 1500 $ de Dar es Salaam jusqu'à Lubumbashi. Or, Dar es Salaam jusqu'à Lubumbashi, c'est 2000 km. Lubumbashi jusqu'ici, à Mwanda, c'est 2000 km. Donc, vous voyez qu'on va résoudre. Si le chemin de fer, comme on remet les choses telles que l'avait conçu le créateur du Congo, Stanley pour ne pas le citer, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un béni. Donc, vous prenez le chemin de fer, vous l'harmonisez, vous l'arrangez. Il vient jusqu'au port Franqui, donc port d'Ilebo. Et on arrange la rivière Kasaï jusqu'ici à Kinshasa, jusqu'à Matadi. Nous allons gagner beaucoup. Alors, on va terminer cette émission. On va prendre une question qui va faire polémique, c'est vrai, mais c'est avec ça qu'on va terminer. Le débat de El Tiani. Le parti Ensemble, c'est finalement dévoilé, on va dire ça comme ça, menace de quitter l'Union sacrée si cette loi passe à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale est très bien clair, il ne va pas flancher, il ne va pas s'arrêter, il ne sera pas intimidé, il dit qu'il va inscrire cette question, la soumettre à l'appréciation des élus. Ensemble dit, vous soumettez ça aux élus, nous partons de l'Union sacrée et chacun tire ses conclusions. La question qu'on se pose, il y a plusieurs partis politiques, Joseph Kabila nous a dit qu'il y en avait près de 500 partis politiques en République démocratique du Congo. Pourquoi tous les autres partis ne se sentent pas gênés, menacés, offusqués, mais il n'y a qu'Ensemble qu'il dit, selon vous? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais déjà, moi, j'aimerais opposer à ces menaces d'Ensemble pour la République une vérité, laquelle, c'est que si Ensemble pour la République s'auto-exclut, il y aura une nuit, il y aura un matin, et la République va continuer. Ah, ça c'est Mene qui disait ça. Hein. Les conséquences étaient graves après. Vous savez, cher Christian, toutes les fois que ce pays veut décoller, il y a toujours un élan de freinage quelque part. Pourquoi? Parce que nous avons deux forces en présence. J'ai toujours parlé du camp du changement et du camp du statu quo, mais là je vais parler des capitalistes et des socialistes. Des capitalistes, c'est des gens qui regardent à leurs intérêts. Point barre. Il est trafiquant, il est commerçant. Dès qu'il est au pouvoir, il va promouvoir les commerçants comme lui. Il va promouvoir les trafiquants comme lui. C'est-à-dire déposséder l'État, enrichir des individus qui seront des hommes forts, qui peuvent l'appuyer pour asseoir sa vision. Aux États-Unis, ça se vit. Vous avez un Joseph Kabila qui arrive au pouvoir, qui se dit socialiste, mais en réalité, c'est un capitaliste. Parce que regardez qu'est-ce qu'il a fait pour les entreprises du pays. Qu'est-ce qu'il a fait pour toutes les structures de base du pays. Mais regardez lui-même. Regardez son entourage. Il a plutôt fabriqué des hommes forts en lieu et place des institutions fortes. Regardez tout ce qu'on avait comme jardin botanique, jardin zoologique, regardez toutes les structures, les infrastructures et tout ça. C'est pour des individus. C'est pour des individus. Mais maintenant, regardez. Lorsque Félix Tshisekedi cherche à redonner la force aux institutions, aux structures de l'État, pour faire vivre la machine de l'État, non mais il y a cette pesanteur-là des capitalistes qui s'opposent maintenant. La loi Noël Tchani, moi je crois que s'il y a des personnes qui s'en opposent, c'est simplement pour des intérêts égoïstes. Vous êtes de père et de mère? Mon père s'appelle
il s'appelait Muboyayi Mampinda Célestin, fils de Kaninda Mampinda Muboyayi. Kaninda Mampinda Muboyayi, fils de Muboyayi généalogie Moussenj. Ok, Muboyayi. Donc je suis de père et de mère congolais Et des grands-pères, des grands-parents, d'arrière-grands-parents. sans histoire de nationalité étrangère. Non, ça, mais aussi, Christian, s'il te plaît, il appartient aux législateurs, ceux à qui nous avons donné le pouvoir de mettre des lois en place pour gérer notre société, à dire si une loi est bonne ou mauvaise. Les juristes, ceux qui étaient aux facultés de droit comme vous, comme Joël Cadet, peuvent émettre des opinions sur une loi à venir. Mais il revient aux députés de voter. De voter, de dire non, nous ne voulons pas de cette loi, oui, nous voulons de cette loi. Il n'appartient pas à un parti politique, Ensemble pour la République, soit-il, de pouvoir interdire ou d'autoriser un débat. Nous sommes Pourquoi ça vous fait peur, Joël Cadet? Et ils disent, je vais terminer avec vous. Oui, ils disent, si vous analysez seulement cette loi, nous quittons l'Union sacrée. Même pas analyser, si vous programmez. Non, mais c'est grave, cher Christian, c'est grave. Vous craignez une dictature de la minorité. Franchement, moi je crois qu'il faut laisser les députés faire leur travail. Autant les partis politiques ensemble et tout ça peuvent faire des déclarations, ils peuvent parler, les Daniel Safou peuvent menacer d'être cannibales et tout ça. Il n'y a personne qui est décédé. Laissons-les faire leur travail en tant que parti politique, en tant que militants, qu'ils fassent le travail. Mais qu'on laisse aussi les députés faire leur travail. Moi, je voudrais que cette loi, si elle sera rejetée, qu'elle soit rejetée au cours d'une plénière, mais pas au cours d'une matinée politique. Parce que, regardez, cher Christian, les députés ont la latitude de décider que peut devenir président de la RDC un Congolais à 25%. Qu'est-ce que vous et moi, on va dire? Si les députés en décident ainsi, s'ils décident que peut devenir président de la RDC un Congolais à 50%, un Congolais à 75%, un Congolais à 100%, s'ils en décident ainsi, tout ce que nous, on va faire, ça sera peut-être sortir dans la rue, manifester, mais après, il reviendra toujours aux députés de pouvoir voter encore une loi contre celle-là qui sera promulguée par le président de la République. On a fini cette émission, mais alors à vous de la clôturer. Joël Cadet, quelle est votre analyse sur la question? Pourquoi un seul parti est dérangé? Et pourquoi Noël Tiani est si insulté comme ça? Et pourquoi tous ceux qui réfléchissent dans l'endroit ou en direction de la loi, la proposition de Noël Tiani, attaqués? Et je vous ajoute l'appendice, l'ONU, je veux dire, la MONUSCO n'est pas d'accord. Les États-Unis, il paraîtrait, selon l'angle qu'ils ont choisi dans la communication, que les États-Unis ne sont pas d'accord. Le cardinal Ambongo n'est pas d'accord. Alors on se pose la question, pourquoi ça gêne? Et aussi, le Katanga, ça va faire la deuxième fois. Ça, c'est un Katangais qui l'a dit. Il dit deuxième fois. Tout ça, la même erreur. Alors expliquez-nous un peu, je ne vais pas aller en profondeur. Bon, Christian, mais vous prenez les meilleurs sujets, parce que vous avez une grande audience. Vous êtes aujourd'hui au top des médias. Une grande question, vous la laissez en dernière minute et puis... Non, vas-y, allez-y, on va faire beaucoup de choses à dire. Allez-y, vous avez tout le temps. Vous avez tout le temps. La première chose, c'est quoi? Mais c'est pas un coup de gueule, hein? Non, c'est pas un coup de gueule. C'est pas un coup de gueule. C'est mon émission. C'est votre émission. Coup de gueule, c'est mon émission. Et là, je la fuis, mais alors on n'a pas perdu. Je vais vous dire une chose. D'abord, voyez la malhonnêteté des katumbistes ou de la communication, des laboratoires de Katumbi. Okay. La loi ne porte pas sur la congolité. Pas du tout. Hein. Il crée la congolité, il la colle sur l'ivoirité. Et là, un très mauvais départ. Mais une bonne communication quand même, hein, parce que, en tout cas, ils vendent bien leur leader, leur patron. Ils collent sur l'ivoirité. Or, lorsque nous regardons l'histoire de l'ivoirité, avec les conséquences que cela a provoqué, c'est avec raison que Bintou Keïta soit désorienté.
Est-ce que Bintou n'a pas encore lu cette loi? Les États-Unis d'Amérique n'ont pas encore eu cette loi. La loi porte sur l'interdiction d'accès à certaines fonctions par une certaine catégorie de personnes. Je le disais hier, c'est lui qui m'a donné, moi, le cours de droit international privé en 3e graduat de graduat en relations internationales en 1999. C'était le professeur Bangoura Malik. Il est guinéen de Conakry. Il nous a donné l'historique pourquoi la RDC a opté pour la nationalité une exclusive. C'est parce que nous avons les combattistes, nous avons 9 frontières. Aujourd'hui, on en a 10. Et toutes les nations du monde convoitent notre pays. Donc, c'est possible que l'on monte dans un laboratoire, même sur une période de 20 ans, qu'il y ait un président qui n'a pas de souches congolaises, qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas d'assises chez nous. C'est ainsi qu'on a dit la nationalité congolaise, elle est jalouse. Ou vous l'avez, ou vous ne l'avez pas. C'est ainsi qu'on a arrêté qu'elle soit une exclusive. Ça, c'est un étranger qui m'a donné ce cours-là. Mais eux disent, ils changent le débat, ils occultent le vrai sujet qui est l'accès. Nous avons connu dans ce pays, Christian, vous et moi, c'est présent. Un chef d'état-major général adjoint de l'armée, général 3 étoiles, Rwandais. Il arrive à la CPI. Nom, poste, nom, ainsi de suite. Origine, nationalité rwandaise. Profession militaire. Fonction, sergent dans l'armée patriotique rwandaise. Quel scandale! Non, sergent là-bas, général ici. Sergent là-bas, général ici. Quel scandale! Est-ce que nous n'avons pas honte, vraiment? Et deuxième élément que je voudrais ajouter là-dessus, ça présage, ça doit montrer aux Kinois, qui sont encore bluffés par Moïse, mon président de mon équipe, Tepe Mazembe. Par rapport au sport, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Même si la victoire de V-Club est partie. Il n'y a pas de problème. En tout cas, ouais, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le meilleur. Mais maintenant, Moïse confond le monde sportif, le monde commercial. Il vient, il arrive en politique. Ça doit montrer aux Kinois que c'est un dictateur. Et voyez ce qu'il a fait. Il crée le parti politique. Il fait comme le commerce, la pratique vraiment c'est dans le commerce. Il fait la fusion des partis politiques. Ça peut s'expliquer que dans le droit commercial, la fusion des partis politiques, des grands partis qui ont des députés, Talakaka, le patriarche Pierre Lumbi, paix à son âme, je m'incline devant sa mémoire. Tala Olivier Kanité, ancienne deuxième personnalité de la République. Non, une grosse intelligence de mon pays. L'homme va s'agenouiller pour diluer son parti politique dans l'ensemble. Regardez tous ces grands boinas. Mais c'est lui qui connaît vraiment Moïse, le bâtonnier Mouyambo. Vous l'avez vu faire de son parti politique. Mais il est un grand défenseur de Katumbi aujourd'hui. Il est un grand défenseur, c'est vrai. Mais est-ce que vous l'avez vu faire diluer son parti politique dans l'ensemble? Non. C'est parce que Mouyambo connaît bien l'homme. C'est un dictateur. Lui veut que tout le monde s'agenouille devant lui. Et quand il vous donne son argent, c'est que vous devriez l'aduler, vous devriez l'adorer. Vous ne pouvez pas dire un autre mot. Il n'y a pas un autre son de cloche. C'est ce que lui dit qui doit être vrai. Est-ce que vous l'avez connu, vous, personnellement, Katumbi? Est-ce que vous l'avez pratiqué? Pour en être aussi certain. Je vais vous raconter une histoire vraie. Oui. Et je prends un journaliste à témoin, Edi Kabelo. 2004, Katumbi, il est rentré au pays. Il est poursuivi en Zambie pour fraude et corruption en complicité avec l'ancien président Chiluba, qui était, entre parenthèses, son cousin, et par qui il avait eu la nationalité zambienne. On le cite dans le journal Étendard de Michel Mouanansompo, paix à son âme, l'ancien président de l'UNPC. L'Étendard, on m'amène le journal, j'étais à la radio Mosaïque. J'ai fait la revue de presse. Là, à Lubumbashi. À Lubumbashi. Où j'ai lu cet article-là. Il m'envoie le journaliste sportif, Edi Kabelou, que beaucoup connaissent. Appelez-moi Joël. Katumbi m'a reçu avec un revolver sur la table. Vous, Joël Kadé? Joël Kadé Ndanga. Authentique. Là, il était gouverneur? Non, président de Nani dans ses affaires. Okay. Sur le faux, il m'a reçu.
Vous pouvez demander à Eddie Kabel, lui, il vous le dira. Arme. J'ai dit revolver sur la table, il me dit, monsieur, vous devriez aller démentir cette information-là. Or, médias zambiens, tout le monde en parlait. Il était poursuivi. Il fallait qu'on puisse l'extrader. Et le gouvernement zambien avait demandé qu'on extrade son citoyen zambien pour aller comparer devant les cours et tribunaux. Mon frère, moi je lui dis, c'était à une semaine de mon mariage. Je lui ai dit, je ne peux pas démentir une information dont je ne suis pas auteur. Demandez au journal que le journal démente ou adressez votre droit de réponse au journal. Comme ça, on m'enverra le même journal. J'ai référé la revue de presse quant à ce. Non, monsieur, vous devriez aller démentir ou vous aurez affaire à moi. Je suis rentré, j'étais encore tout petit, le mariage dans une semaine, tout tremblotant. Je suis allé pour dire non, c'est faux. Mais je vous dis la vérité. Là, vous avez pensé à votre jeune femme, vous dites, mais j'avais déjà doté. Je ne voulais pas lui créer des petits soucis avant le mariage. Et je suis rentré, ce jour-là, il m'a donné 100 $. Et nous sommes rentrés une semaine après, un samedi, il m'a encore donné 100 $. Ça m'avait permis quand même d'acheter 4 chaises en plastique avec lesquelles j'ai commencé ma vie conjugale. Donc, c'est vous dire, et puis, les gens ne le connaissent pas. Ceux qui sont dans son entourage connaissent son degré de vulgarité. Comment vous donnez de l'argent? Non, mais il a un langage vulgaire. Très vulgaire de la Kenya, surtout en Swahili. Ah, vous comprenez? Moi je ne sais pas pourquoi les Congolais ne lisent pas. Pourquoi on ne peut pas lire, ne fût-ce que Katumba manqué? Donc, dans ma part de vérité. Ma part de vérité, mais il décortique, il présente les portraits Katumbi. Il dit, ils sont partis, quelqu'un a bloqué les tracts, les minéraux de la GECAMI. Pour une dette qui était de 2000 $. Il a multiplié avec les intérêts et il a arrêté les minéraux de son propre pays. Mais on est bien d'accord que ça n'a rien à voir avec la nationalité, hein, jusque-là. Ça n'a rien avec la nationalité. Mais écoutez, vous pensez qu'un véritable Congolais, même en froid avec le gouvernement de son pays, il peut faire ce que Katumbi a fait. Vous, Christian, la STP vous doit de l'argent. Non. Vous avez quitté ici une entreprise. Non, vous avez quitté la RTGA. Si, si. Dites-moi ce que vous avez saisi. Est-ce que vous avez saisi la justice? Je ne vais pas saisir. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est parce que vous sentez Mouabil ou votre frère. Ouais. Vous dites, bon, pour les intérêts de ce pays ici. Mais Katumbi amène la dimension commerciale dans la politique. Voilà comment il a acheté toutes ces grandes personnalités ici. Il les a diluées dans son entreprise ensemble. Et moi, je crois à cet homme. Parce que je vais chuter par là. Dans le parti politique, vous l'avez appris avec moi, et il y a les primaires, il y a la volonté de tout le monde. Est-ce que dans l'ensemble, il n'y a que les Denis Dakar qui y sont? Dans l'ensemble, il y a Christian Mando, de père et de mère congolais. Olivier Kamitatou. Dans l'ensemble, vous avez Olivier Kamitatou. Il est de père et de mère. De père et de mère. Ok. Mais vous avez des grosses intelligences dans l'ensemble. Vous avez Salomon Kalonda. Ouais. Il est de père et de mère. Salomon Escadela. Pour qu'on comprenne que l'homme vraiment c'est un égoïste. Vous avez qui? Nous avons été avec vous. Vous connaissez dans quelles circonstances Katumbi est rentré dans ce pays. Vous savez que Joseph Kabila n'était pas d'accord. Cela nous a été confié par le proche du président de la République et le proche aussi de Kabila. Vous le savez? Mais regardez tous les bienfaits qu'on lui a fait. Et voyez le retour. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que pour dire simplement, vous êtes dans l'union sacrée, on va se lever d'ailleurs pour terminer cette émission, vous êtes dans l'union sacrée. Mais quand eux disent, par exemple, qu'on veut mettre fin à la si vous laissez cette loi passer, Christian, s'il vous plaît, vous couvrez pour qu'une loi d'abord soit débattue. Il y a un long processus. Oui. On envoie au bureau d'études. Le bureau d'études étudie. Ça peut même se faire rejeter au niveau du bureau d'études. Oui. Donc si Katumbi était intelligent, non, s'il vous plaît, c'est les patriotes. Non, s'il vous plaît, si Bangekou Akiri, ils pouvaient envoyer leurs gens au niveau du bureau d'études là pour bloquer la loi par un argumentaire scientifique. Par des mécanismes parlementaires. Oui. Après ça, ça vient dans l'Assemblée. On adopte, ça redescend encore à la commission qui va étudier article par article, et le président de la commission de juridique, politique et consort là vient exposer, et on adopte article par article. Et vous savez que ça ne va pas se limiter là-bas. Ça va monter. Je vais vous arranger là. Merci beaucoup. Très bien habillé, donc. Oui, merci. Comme je vous suis. Ça va monter au Sénat.
Au Sénat, le même exercice va reprendre. Et quand ça va être voté au Sénat, s'il y a une divergence de vues, on met en place une commission paritaire. Et la commission paritaire, si la position du Sénat continue à tenir, on prend la position de l'Assemblée nationale. Mais avant même ça, ça doit aller à la Cour constitutionnelle pour qu'on obtienne l'avis de conformité à la Constitution. Voilà tout ce processus. Mais Katumbi vous dit, on ne peut même pas débattre. On refuse aux gens de réfléchir. On refuse aux gens d'avoir les opinions et d'exprimer ce qu'ils ont, alors que dans la Constitution, la liberté d'expression, la liberté d'opinion est consacrée. Très bien. Alors, on va terminer ce débat. Merci beaucoup, Jenny Kaninda, d'être passé. Merci. Il y a quelqu'un qui vous a salué des États-Unis d'Amérique. Okay. C'est un habilleur. Ouais. Ah. LKM Express. Ah, d'accord. Il vous attend. Je serai là. Et il y a un monsieur qui s'appelle Président Soulé. Président Soulé. Oui. Oui. À Atlanta. Ah, ok, j'arrive. Oui, non, mais il vous attend. J'arrive. On va voir que Joël Cadet, Christian Bossembe arrive et ils vous attendent. On sera là. Ah ouais. Mais tu as appris quand même quelques mots en anglais. Papa, il connaît rien. Non, mais écoutez, vous savez, j'arrive à Dallas, à l'aéroport, à Washington. Je dois prendre, quelqu'un devait me prendre, mais bon, il n'est pas arrivé. Je dois quitter l'aéroport pour aller à l'hôtel. C'est là que tu comprends que le monde. C'est là que je comprends. Le monde. Le monde est mort. Anglais, Le français, c'est le problème, cher Christian. Le français, c'est vrai, nous avons adopté. C'est pourquoi la France doit beaucoup à la RDC. Parce que la France a tout intérêt à garder encore la RDC comme un pays francophone. Non, mais je te dis, partout où je suis passé, non, mais le français, mais non. Ça s'arrête ici à Njili. Ça s'arrête à Njili. Tout ça, ça s'arrête à Saint-Moutenga, à Kampala, à Ali Antaba. Tu sais, les scènes de survie. I want to eat Moi, on va voler l'argent en Chine. Allez, dans ma chambre. On vend l'argent en Chine, c'était $100. Et il faut que je descende pour expliquer au monsieur ou à la dame du guichet comment voler l'argent. Et la personne qui m'a volé l'argent, elle est à côté de moi. Mais non, je ne parlais pas en anglais. Je sais plus rien dire. Je dis, you, God bless you. En fait, j'étais bloqué. Je dis, c'est l'argent qui part. Dans l'Afrique du Sud, moi, j'ai raté. Moi, j'ai failli dormir. Et puis j'ai dit, God. C'est God. Moi, j'ai failli dormir affamé en Afrique du Sud. J'arrive, je demande, je voulais prendre un peu de frites et les poulets. J'ai dit aux dames qui étaient là dans le takeaway, j'ai dit, I need chicken and fried. Parce que je me disais frites, comme Sprite. On écrit Sprite, on lit Sprite. Donc, frites là, ça veut dire fried. Alors, j'ai tapé comme j'ai dit, madame, je veux, I need chicken and fried. Elle me regarde et dit, fried! What do fried? Papa. Et puis, Luki, na sengi papier na dessiné frites. Na chips. Na dit, non, chips. Moi, t'étais mon gros chips. Bengi boss, na bango, boss, ça y est. Non, mais vous voulez, non, je vais les frites. Oui. Bango, non, chips. Ah, oui, ici, on appelle les frites là, chips. Tu vois? Non, le français là, il est sous Kananjili. Non, après non. C'est pourquoi quelqu'un m'avait choisi. Non, Bazan a raison. Apprenez l'anglais. Bazan a raison. We learn English. Yeah. You must speak English. Yeah, you must learn it. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Mesdames et messieurs, ça est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve très prochainement. Comme on le dit, on le dira toujours, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking, qui travaille en partenariat avec la Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire ou vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs,
les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi, Daïmana, Chinote.